70,000 people are here, and Bob Dylan is the reason for it. Inspired by the true story. If anyone is going to hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Are you a freak? Hope so. And starring Timothée Chalamet as Bob Dylan. He defied everyone. Turn it down! Play loud! To change everything. Make some noise, BD. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. A complete unknown. Only in theaters Christmas Day. Rated R. Under 17, not admitted without parent. Is your cold making it hard for you to get to sleep and leading to a bad morning? Switch to Mucinex Night Shift for fast, powerful nighttime multi-symptom cold and flu relief. Mucinex Night Shift fights your worst nighttime symptoms to help you get to sleep and wake up ready to go. Mucinex Night Shift. It's comeback season. Use as directed. Londres, 11 avril 2019, 9h15. Julian Assange se débat. Il joue des coudes, il crie. Cette arrestation est illégale. Les deux flics qui l'encadrent le tiennent par les bras. Ses mains sont entravées par des menottes. Les policiers le descendent de force dans le hall de l'ambassade d'Équateur. Ses pieds ne touchent presque pas les marches de l'escalier. Assange passe devant l'ambassadeur Machan Romero. Le diplomate se fend d'un sourire. Bon débarras. Le gouvernement britannique fait les choses comme il faut. Photographe, chaîne de télévision, c'est le grand Raoult. Il faut immortaliser cet instant. Depuis des semaines, Machan Romero a retiré à Assange son nécessaire de toilette. L'activiste ne peut plus se raser. C'est un homme barbu, hirsute, déboussolé, le regard apeuré, le teint blafard et l'air malade qui est offert à la presse. Discréditer Assange est essentiel pour laver l'affront qu'il a fait subir à la Grande-Bretagne depuis près de 7 ans. C'est une guerre de l'image. Il doit avoir l'air d'un type dangereux, d'un prédateur, d'un espion, d'un terroriste, d'un fuyard dont la cavale est terminée. En réalité, Assange est malade. Le manque d'exercice, le confinement dans l'ambassade et les conditions de plus en plus dures de son séjour l'ont affaibli. Physiquement, il est méconnaissable. Mentalement, il est diminué. Aucune expertise psychologique n'a été pratiquée, mais les médecins chargés de son suivi craignent des tendances suicidaires. La satisfaction du gouvernement britannique est à peine descriptible. Le Royaume-Uni a démontré que personne n'était au-dessus des lois, s'exclame la première ministre Theresa May, avec un cynisme consommé. Cela a pris des mois de patientes négociations, mais tout a marché comme sur des roulettes, ajoute Alan Duncan, ministre de l'Europe et des Amériques. La fourgonnette de la police métropolitaine conduit Julian Assange devant un juge. L'audience préparée à l'avance dure 15 minutes. Le magistrat décrète la mise en détention du journaliste. Assange est envoyé à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dont le surnom est le Guantanamo britannique. Les rouages de la justice se remettent à tourner à plein régime. 2 jours après l'arrestation d'Assange, les États-Unis rendent publique l'accusation établie par le grand jury des années auparavant et restée jusqu'alors secrète. Assange est accusé de complicité avec Bradley Manning. Pour l'instant, il n'est pas question d'espionnage, pour une raison simple. L'accord d'extradition signé en 2003 par les USA et la Grande-Bretagne précise que les autorités britanniques ne peuvent pas extrader un individu vers les États-Unis pour espionnage. Le ministère américain de la Justice ne peut pas poursuivre Assange en vertu de la loi de 1917. C'est cette loi qui a permis de condamner l'analyste Bradley Manning. En Suède, la procureure Marianne Ny décide de rouvrir l'enquête préliminaire pour la 3e fois.
À Londres, Theresa May et les conservateurs accueillent cette nouvelle avec satisfaction, discrète, mais sincère. Des parlementaires proposent à la Chambre des communes qu'Assange soit extradé vers la Suède. Ce serait un bon moyen de montrer que les Britanniques ne sont pas juste les toutous des Américains. Londres, 9 mai 2019. Le régime dans la prison de Belmarsh est sévère. Pas aussi brutal que les Special Administrative Measures, les fameuses SAMS appliquées à Bradley Manning, mais sévère quand même. Isolement, 1 heure d'exercice par jour, visite réduite, 3 douches par semaine. L'état de santé d'Assange s'aggrave. Un mois s'écoule avant que l'expert de l'ONU, Nils Melzer, puisse le rencontrer. Contacté par des proches, Melzer a accepté de défendre Assange. Accompagné d'un médecin et d'un psychologue, spécialistes des abus et des tortures, Melzer rencontre Assange à l'hôpital de la prison. Le journaliste s'est rasé de près. Il a peigné ses cheveux, il a enfilé une tunique propre. Cela ne suffit pas à donner le change. Les 2 praticiens examinent le patient. Les constatations ne sont pas bonnes. Les années passées à l'ambassade et l'emprisonnement ont profondément affecté Julian Assange. Son état est préoccupant. Son maintien en détention dans les conditions actuelles présente un risque sérieux pour sa santé, sinon pour sa vie. Finalement, les États-Unis adressent aux Britanniques leur demande d'extradition. Ils vont trouver un moyen de contourner l'accord de 2003. Les équipes du département de la justice planchent là-dessus. La demande américaine entre en concurrence directe avec celle de la Suède. L'ennui pour la procureure Marianne est que son dossier est toujours aussi peu solide. Fin mai, elle a reçu un courrier des avocats d'Assange. Ils écrivent « Pourriez-vous nous indiquer pour quelles raisons vous souhaitez interroger à nouveau M. Assange ? Vous savez que, selon de nouvelles dispositions de la loi britannique, une extradition n'est possible que si a été prise la décision d'inculper et de juger la personne concernée. Or, Marianne n'a pas assez de preuves pour inculper et encore moins pour juger Assange. La procureure dispose de 60 jours pour répondre. C'est le délai légal. Le 60e jour, elle envoie un courrier expliquant qu'elle met fin à l'enquête préliminaire. De toute façon, l'affaire de Miss W allait être prescrite dans quelques mois. 10 ans de procédure. Pour rien. L'état de santé d'Assange continue de se dégrader. Il a été placé à l'isolement. Il est surveillé 24 heures sur 24, soi-disant pour le protéger. 22 novembre 2019. 6 médecins signent une lettre adressée à la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, pour exiger le transfert d'Assange dans un hôpital pénitentiaire afin d'y être soigné. La réponse est sans pitié. Personne n'est au-dessus de la loi. 4 décembre 2019. 117 médecins de 18 pays publient un appel dans la revue médicale The Lancet. Si Assange meurt en prison, écrivent-ils, alors il aura effectivement été torturé à mort. Cette torture se sera déroulée dans le service médical de la prison, sous l'autorité de médecins. Rien à faire. Assange est un paria. Il n'a tué personne, il n'a commis aucun crime, mais son audace doit être punie. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock.
Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Did you know that parents rank financial literacy as the #1 most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you can send money to kids instantly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Kids learn to earn, save, and spend wisely, and parents can rest easy knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Sign up for Greenlight today at greenlight.com/Spotify. Londres, 24 février 2020. Le procès sur l'extradition de Julian Assange s'ouvre. Les conditions sont abracadabrantes. La presse est envoyée dans une salle, voisine de la salle d'audience. Les journalistes ne peuvent suivre les débats que via une vidéo. La qualité est déplorable, l'image pixelisée. Le son est souvent inaudible. Il est parfois impossible d'entendre ce que dit le procureur et la juge Vanessa Baritzer qui préside à l'audience. Julian Assange est placé dans un box en verre. Selon la juge, il constitue une menace pour le public. Pourtant, le public est absent. Assange ne peut communiquer avec ses avocats. Il ne peut répondre aux questions. Il n'entend pas ce que dit la juge. Il lui en fait la remarque. « Cela doit être à cause de tout le bruit que font vos supporters à l'extérieur de ce tribunal », rétorque la juge. Assange tente de répondre. La juge lui coupe la parole et fait éteindre son micro. Pour arriver dans la salle d'audience, il est passé par 5 cellules différentes et a été menotté 11 fois. L'attitude de la juge Baritzer est si ouvertement partiale que même le procureur James Lewis fait part de sa gêne. Il rappelle qu'Assange a droit à un procès équitable. Baritzer fait taire le procureur. « Assange est un homme dangereux », répond-elle. Une organisation d'avocats diffuse un communiqué pour dénoncer le comportement grossier et disproportionné de la représentante de la couronne. Alors pourquoi tant d'acharnement ? L'explication est à chercher dans le passé de Wikileaks. La juge Baritzer est placée sous l'autorité directe d'une autre juge, Emma Arbuthnot. Or, Emma Arbuthnot, qui a refusé en 2018 une annulation du mandat d'arrêt contre Assange, est prise dans un conflit d'intérêts. Emma Arbuthnot est la femme de James Arbuthnot, membre du Parti conservateur à la Chambre des Lords. James Arbuthnot a présidé la commission de la défense de la Chambre haute britannique. Il jouait un rôle essentiel dans l'attribution de certains crédits militaires. Selon des documents publiés par Wikileaks, James Arbuthnot a reçu des cadeaux de la part de sociétés spécialisées dans l'armement. Et Vanessa Baritzer est soumise aux ordres d'Emma Arbuthnot. Julian Assange a été condamné à 50 semaines de détention pour violation de sa liberté conditionnelle. En théorie, il aurait dû retrouver la liberté au printemps 2020. Mais la justice britannique pense qu'il existe un risque de fuite en attendant le procès d'extradition. Il est maintenu en détention à Belmarsh. Printemps 2020. La pandémie de Covid vient suspendre le temps. Tout s'arrête. Pour Assange, cette période est une nouvelle parenthèse dans son combat contre la puissance américaine. Les médecins surveillent son état de santé, physique et mental. Ils craignent qu'Assange suive l'exemple de Bradley Manning et tente de mettre fin à ses jours. Manning a survécu de justesse à sa tentative de suicide. Washington, 29 juillet 2020. Donald Trump n'a toujours pas digéré le refus d'Assange. Il a décidé de le punir de ce qu'il considère comme un affront. Le département de la justice transmet à la couronne britannique une nouvelle inculpation. Assange est présenté comme un hacktiviste, autrement dit un hacker et militant politique anti-américain. Malgré la pandémie, le procès pour l'extradition d'Assange se poursuit. L'affaire est déplacée du tribunal de Woolwich, près de la prison de Belmarsh, vers le tribunal correctionnel de Old Bailey, dans le centre de Londres. Mais durant l'interruption provoquée par la crise sanitaire, quelque chose a changé dans l'opinion publique. Ce n'est plus seulement le procès de Julian Assange. C'est devenu la défense de la démocratie elle-même. Si Julian Assange est poursuivi pour avoir révélé au public des documents classés, alors tous les journaux qui ont participé à ces révélations doivent être poursuivis.
Londres, 4 janvier 2021. Quand il entre dans la salle du tribunal, Assange comprend que la juge Barretser ne va lui faire aucun cadeau. Dans la lecture de son jugement, la magistrate réfute un par un les arguments de la défense. Puis elle soutient un par un les arguments de l'accusation. Assange se tourne vers ses avocats. Ils sont consternés. L'un d'eux tape frénétiquement sur son portable. Il envoie un SMS à l'expert de l'ONU Nils Melzer, qui attend à l'extérieur de la salle d'audience. Cela se présente très mal. Des centaines de journalistes ont été parqués dans une salle voisine. Tout le monde est arrivé sur son téléphone portable. La tension est palpable. Et tout à coup, un message tombe. « Oh mon Dieu, c'est pas vrai !» Nils Melzer regarde autour de lui. Il ne parvient pas à croire ce qu'il est en train de lire. Les journalistes se dévisagent du regard. Plus rien n'a de sens. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dans son box, Assange est abasourdi. Il se prend la tête entre les mains. Il a envie de pleurer. C'est fini. Les mots de la juge Barretser résonnent encore dans sa tête. Mon jugement est qu'il existe un risque réel que M. Assange soit détenu dans des conditions d'isolement presque totales. Dans ces conditions extrêmes, la santé mentale de M. Assange se détériorerait et le conduirait à se suicider, avec la détermination liée à son trouble autistique. La demande d'extradition américaine est rejetée. Depuis son banc, Assange entend les échos des cris de joie de la foule massée devant Old Bailey. Ses amis et ses partisans fêtent une immense victoire. Seul Julian Assange comprend que c'est tout l'inverse qui vient de se produire. La juge Barretser vient d'infliger une immense défaite à la démocratie. La juge n'a pas refusé l'extradition parce qu'elle pensait qu'Assange était innocent. Non, elle est certaine qu'il est coupable. Sa décision est bien plus subtile et bien plus sournoise. En refusant l'extradition, elle évite un procès aux USA. Les crimes commis par l'armée américaine ne seront pas réexaminés dans le cadre d'une nouvelle procédure judiciaire. Elle referme la boîte de Pandore. Elle crée un précédent dramatique. Elle impose un silence absolu sur tous les documents relatant les crimes commis par les gouvernements ou les États de cette planète. Vanessa Barretser impose une omerta légale. Avant que la séance soit levée, Assange lance un dernier regard à la juge. Il lit dans ses yeux le raisonnement qu'elle a fait. Il lit dans ses yeux que sauver la raison d'État était le plus important. Malgré ce jugement qui, au fond, leur est favorable, les États-Unis entendent marquer le coup. Ils veulent laver leur honneur qui a été salement terni. Le département de la justice, version Biden, continue de réclamer l'extradition. Il ne s'agit plus de juger Assange, mais de l'obliger à reconnaître publiquement qu'il est coupable. Le 17 juin 2022, la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, signe l'ordre d'extradition de Julian Assange. La décision de la juge Barretser a été annulée en appel. Les avocats d'Assange n'ont plus d'autre solution. Trouver un accord à l'amiable avec les Américains. Londres, 24 juin 2024, 9h45 du matin. C'est une visioconférence qui met fin à 15 ans de traque. Les USA obtiennent les deux choses qu'ils voulaient. Premièrement, Assange accepte de plaider coupable. Deuxièmement, les Américains font l'économie d'un procès embarrassant pour l'armée. Le narratif est sauf. Dans un entretien diffusé par la télévision publique allemande en 2020, l'ancien patron de la CIA, Leon Panetta, avait résumé les choses en quelques mots. Il est normal qu'Assange ait été soumis à un tel traitement. Ce genre de traitement fait partie du renseignement. Cela doit dissuader d'autres lanceurs d'alerte de faire comme lui. Panetta reconnaît la peur qui hante tous les gouvernements. La peur de la transparence, la peur de la démocratie, la peur de la responsabilité et par-dessus tout, la peur de perdre le pouvoir. Canberra, 26 juin 2024, 19h35. Julian Assange rentre en Australie.
À peine a-t-il débarqué de l'avion, le Premier ministre Anthony Albanese l'appelle au téléphone. Assange écoute, puis il raccroche. Pendant 15 années, l'Australie n'a pas fait le moindre geste pour le défendre. Il doit rembourser 520 000 $ au gouvernement australien qui a affrété son vol de rapatriement. Dans la foule, Assange retrouve sa femme Stella Morris et son père, John Shipton. Ils s'embrassent et s'étreignent. Bruxelles, 1er octobre 2024. Costume bleu nuit, barbe bien taillée et cheveux blancs peignés avec soin, Julian Assange semble aller mieux. Pourtant, on sent dans ses yeux et dans ses gestes qu'il reste éprouvé. Lentement, en choisissant ses mots avec soin, il s'exprime devant une commission du Conseil de l'Europe chargée d'examiner les conditions de sa détention. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui parce que j'ai plaidé coupable de journalisme. J'ai plaidé coupable d'avoir réclamé de l'information auprès d'une source. J'ai fini par choisir la liberté plutôt qu'une justice inatteignable.